Encore une petite minute avant le décollage du 11e vol. Et dernier vol du coup des Starship V2. Hein. Alors les Starship V2, on aura quand même eu pas mal d'explosions, on aura eu pas mal de problèmes. Mais heureusement le 10e vol a pas mal rattrapé il a pas mal rattrapé le truc quand même. Et là, on a encore une répétition, on va dire une sorte de répétition générale du 11e vol, enfin du 10e vol, pardon, pour le 11e vol, avec un déploiement de 8 faux satellites Starlink, rallumage de moteurs Raptor dans l'espace, des essais sur le bouclier thermique lors de la réentrée avec des tuiles qui ont été enlevées. Un petit peu de tout quand même, donc on va avoir un vol assez mouvementé, je pense. Et là, il n'y a plus que 20 secondes et je vais légèrement mettre le son. Voilà. Alors là, on est go là. Hein. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le déluge d'eau. Et c'est parti pour le 11e. Go Super Heavy, go Starship. Thanks for all the historic flights, Pad 1. Eagles catching downrange. Bon, c'est décollage des pour le second le dernier Starship V2 du coup. Hein. C'est quand même la fin d'une page qui se tourne aussi, c'est quand même la fin d'une belle histoire, mais maintenant on devrait... combien de moteurs en moins? Pour le moment tous les moteurs sont bons. Là on voit en fait en bas à gauche de l'écran, on a tous les points blancs qui représentent tous les moteurs de Super Heavy. Pour le moment tous les moteurs sont bons, ils sont en train de fonctionner normalement. Alors, sachant qu'il peut quand même en perdre un ou deux sans que ce soit un problème pour SpaceX et pour le lancement du véhicule. Alors là, on arrive tout doucement déjà à Max Q, donc le moment où il encaisse le maximum de pression aérodynamique, ce qui va nous mener tout doucement après ça vers la séparation du Starship et du booster. Alors booster, encore une fois, qui va retourner se poser dans le golfe du Mexique, pour tester un petit peu l'approche de l'atterrissage de Super Heavy des Starship V3. Là par contre on notera le petit morceau de tape rouge qui est en train de voler au vent, le pauvre. Il a dû être oublié. D'accord, donc la séparation effectivement c'est pour dans une petite minute. Alors on voit que la caméra lag un petit peu du côté de chez SpaceX, hein. C'est pas bien, on va se plaindre. Non, je rigole. Sachant que Starship effectue toujours encore une séparation à chaud, où Super Heavy garde quelques moteurs allumés pendant que le Starship allume tous ses moteurs. So in about 30 seconds, we're going to see the engine start to shut down on Super Heavy. You'll see them kind of shut off in separate banks until we've just got those 3 center engines that never stop running for this process, and then looking for 6 ship Raptors. Allez, on va arriver tout doucement à la séparation. Là, on voit déjà le blanc qui signifie que le carburant a commencé à circuler dans les moteurs du Starship. C'est pas très visible, la fumée blanche au niveau du booster tout en bas du véhicule, c'est ça? Donc là, normalement, on ne devrait pas tarder à voir l'allumage des moteurs pour la séparation à chaud. Ok, l'arrêt des moteurs de Super Heavy sauf 3, ça c'est normal aussi. Et la séparation qui commence avec l'allumage des moteurs du Starship. Voilà. On peut commencer à dire que cette étape est vraiment bien terminée. Hein. Sachant que pour le moment, l'anneau de séparation de Super Heavy en fait a certains morceaux qui sont bouchés pour que quand le Starship allume ses moteurs, ça permette de taper sur le booster et de le faire se retourner. Ça par contre, ce sera plus présent sur la génération suivante, mais bon. Real excitingly though, we've got 6 out of 6 Raptors lit on ship there, so it's now going to continue to make its ascent into outer space. Meanwhile, this boost back is happening. We're using those 13 engines, so everything, 12 out of the 13, and then we go down to 3, and then we're going to shut down for the end of boost back. That's sending Super Heavy back towards its planned splashdown zone in the Gulf. Ok, donc là Super Heavy va commencer tout doucement à se rediriger vers le golfe du Mexique. Du côté du Starship, on a encore à peu près 5 minutes de mise à feu sur les moteurs, donc ça laisse encore un petit peu le temps. Hein. De nouveau une fuite de carburant. Non, il n'y a pas de fuite. Ce qu'on voit en fait là, c'est un petit retour de flamme qui asse tout, mais il n'y a pas de fuite de carburant. Il n'y a pas de fuite de carburant particulière à surveiller.
Ah, là, on a la séparation de l'anneau de séparation à chaud, justement, dont je parlais il y a une seconde, celui qui aide le booster à se retourner, sachant qu'à partir du V3, normalement, les anneaux de séparation à chaud seront intégrés au véhicule et ne seront plus jetés comme ça. Next up for the booster, though, is going to be its landing burn. There's a cool tracking shot. We dumped some of the prop out on our way back in. Ouais, là en fait, ce qu'on voit, ce qu'ils sont en train de dire aussi, c'est que le Super Heavy est en train de juste ventiler le trop de carburant qu'il a avant de commencer à se poser pour ne pas être trop lourd aussi et garder un maximum de sa maniabilité. Sachant que plus il est léger, plus il a facile à légèrement planer pour se positionner et parallèlement se freiner et tout ça. On voit bien par contre le cercle à l'anneau de séparation qui est en train de repasser devant le booster. Ah, les images sont magnifiques. Hein. Magnifiques. Alors, ils ont l'air proches comme ça, mais heureusement ils ne le sont pas tant que ça réellement, mais disons que l'angle de vue est superbe. Ok, donc là on vient d'avoir un call comme quoi la trajectoire du Starship était nominale aussi. Jake and Amanda, you guys with me down there? Yeah, definitely. The crowd is gathering over here in the office. You can definitely feel the energy in here. Great to see that booster is making its way down to the splashdown zone in the Gulf. Yeah, the shaking down here was absolutely nuts. The windows are still there, still intact, so that was pretty awesome. But yeah, boosters coming down. We're at about. Dans quelques secondes, on aura l'atterrissage du Super Heavy, hein, sachant qu'il va encore une fois tenter une séquence d'allumage des moteurs différente, qui sera celle normalement qu'utiliseront les Super Heavy V3 à partir du prochain vol. Allez, on a l'allumage des moteurs qui va arriver bientôt. On voit quand même qu'il y a pas mal de chaleur hein, au niveau des moteurs. And we're just about 20 seconds away from landing burn start, where we'll first ignite the center 13 engines, then bring that down to 5 to slow down the booster for landing. Donc, ok, ce sont vraiment les 13 premiers moteurs du centre qui seront allumés, puis terminer avec 5 pour l'atterrissage. Ah, les 13 sur 13 qui se rallument, c'est déjà une belle performance aussi parce qu'il y a souvent des petits soucis. On passe sur la configuration à 5 moteurs qu'utiliseront les Super Heavy V3. Et là, normalement, on devra avoir un atterrissage en douceur dans le golfe du Mexique. Hein. Ok, il a réussi son atterrissage. Alors, sachant que l'atterrissage est simulé à quelques mètres au-dessus de l'eau du golfe du Mexique, donc il retombe et s'écrase. Ça, ce qu'on vient de voir, c'est normal. Hein. Mais bon, bah, c'est une réussite pour le dernier Super Heavy. Super Heavy qui avait d'ailleurs déjà volé lors du 8e vol, qui avait été récupéré, et dont 24 des 33 moteurs Raptor avaient déjà eux aussi volé sur des vols précédents. Bon, prochaine étape maintenant qu'on va surveiller, c'est du côté du Starship, puisque à peu près 8 minutes 58 avant le lancement, on devrait avoir l'arrêt de ses moteurs, donc ça nous laisse encore à peu près une minute. So the next major milestone we're going to be looking for is SECO. That's our second stage engine cutoff. That's should be coming right at about 8 minutes and 58 seconds into flight. So we've got about 1:20 still to go. Oui, comme ils viennent de le dire, encore à peu près 1:20 sur la mise à feu des moteurs du Starship. Ça nous laisse encore un petit peu de temps quand même de se détendre, hein, parce que là, faut avouer que c'est un beau décollage. On a eu un bel atterrissage de Super Heavy aussi. Hopefully doing. Oh, we just got our sonic boom. Sounds like from the booster coming back. Je viens d'entendre le bang supersonique du booster qui se posait. Bon, c'est pas super intéressant à dire, mais c'était quand même amusant à noter, on va dire. Just a reminder, this is putting us into a suborbital trajectory, so we're intentionally just. Bon, on a normalement encore une trentaine de secondes et le Starship sera déjà sur sa trajectoire suborbitale pour pouvoir se poser après ça dans l'océan Indien au large des côtes australiennes. Encore une vingtaine de secondes et la mise à feu sera terminée. Pour le moment, tout a vraiment l'air de bien se passer. On n'a pas de départ de feu comme on en avait vu sur les vols précédents. Là, on voit un petit peu le bouclier de protection thermique. Alors, c'est pas facile, mais j'ai pas l'impression qu'il ait perdu beaucoup de tuiles. Je peux me tromper. Mais bon. Ok, l'arrêt des moteurs, c'est bon aussi. Alors maintenant, on va commencer une phase un petit peu, on va dire,
sorte de cruise phase, je sais pas la traduction exacte en français, mais disons que tout va être assez calme allez, tout va être calme maintenant pendant une dizaine de minutes, puisque à T plus 18 minutes à peu près, on attend le début des essais de déploiement des 8 faux satellites Starlink. All right. All ship Raptors have shut Nominal down. orbit insertion. You just heard nominal orbital insertion, so we are on the path that we wanted to be. So we've got a ship back in space. Ok, donc on a bien la confirmation que le Starship est sur la bonne direction, enfin sur la bonne trajectoire pour se poser après ça. Bon, on voit un petit peu sur le mouvement. Ce qui est bien, c'est que la caméra qui est sur le bout des ailerons, quand il bouge ses ailerons, du coup on voit vraiment la caméra bouger avec, c'est magnifique. Yeah, if you could hear the crowd behind us. Pour quelques essais sur le déploiement et la mobilité des ailerons, ça c'est aussi, ça fait partie de la procédure. Lorsqu'on va te voir qu'il volait là, c'est probablement pas trop grave. Je crois que c'était de la glace qui s'était condensée là, qui est tombée quand les ailerons ont bougé. Donc voilà, c'est pour les trucs blancs qui volent, faut pas trop s'inquiéter. C'est très brillant, donc c'est vraiment probablement de la glace. Oula, par contre, ça c'est de la glace, ça? Ouais, c'était sûrement de la glace. Alors on a une ventilation qui est assez importante, mais c'est sur quasiment tous les vols. C'est juste ventiler le surplus de carburant qu'il y a, c'est ventiler aussi éventuellement ce qui est un peu en surpression, trop chaud ou quoi que ce soit. Donc disons que pour le moment, tout ce qu'on voit comme image, c'est normal quoi. Bon, là, SpaceX, voilà, lance leur petite musique de leur côté que je vais gentiment couper pour éviter de me prendre un strike. Il faut voir s'il n'y a pas eu un coup de souffle sur les ailes comme la dernière fois. Ben ça on le verra lors de la réentrée, oui. Après, sachant que le point chaud qu'on avait vu la dernière fois lors de la réentrée au niveau des ailerons, c'est probablement aussi dû à l'explosion qui s'était produite dans la baie des moteurs. Ça, on n'aura probablement pas ce genre d'explosion-là à chaque fois. Donc disons que de ce côté-là, j'ai envie d'être un petit peu optimiste. Il y avait un coup de chaud sur l'aileron. Pour le coup, je suis pas certain, là, je veux dire, j'ai pas remarqué. Oui, bon, n'oublie pas le petit like, on n'oublie pas non plus l'abonnement qui est gratuit, le partage, tout ça. C'est vrai que c'est important de le rappeler. Merci. Bon, en tout cas, là, on a à peu près 7 minutes, pardon, de phase assez calme. Après ça, on va tout doucement arriver au déploiement des 8 faux satellites Starlink. Sachant qu'encore une fois, la dernière fois, on en avait vu un qui avait légèrement tapé la porte de la soute et que ça, normalement, ça fait partie des éléments qui doivent être réglés pour ce vol-ci. Enfin, c'est pas essentiel, hein, parce qu'ils auront encore le temps de se tester sur la V3 et que l'un dans l'autre, c'est pas un problème non plus critique. Mais ça fait partie des petites améliorations à faire. Oula. Alors, là par contre, ça a été très rapide. On a eu une sorte de petit flash comme ça. J'espère qu'on n'a pas eu un problème dans la baie des moteurs, là. Je peux me tromper, j'espère me tromper. Mais on a quand même eu un flash très rapide. On a eu un flash très rapide, mais qui n'a pas l'air de se répéter ou quoi que ce soit. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Du coup, maintenant, je vais mettre fin au sondage. Hein. Donc, on était 66% à voter pour pas d'explosion. Là, par contre, les lumières, là, comme ça, en fond, c'est magnifique, ça. Les lumières des villes dans le noir, ça, c'est la première fois qu'on les remarque aussi bien, je trouve, sur les images. Il me semble qu'ils ont pas mal amélioré leur caméra. Ouais, les caméras qui prennent les points de vue nocturnes sont quand même bien améliorées. Ouais, il y a eu une flamme, j'ai l'impression... Et là encore aussi, on vient d'en avoir une. Cette petite flamme périodique, comme ça me dit rien de bon. Ça me dit rien qui vaille, mais bon. Là, c'est quand même la deuxième fois qu'on a une petite flamme rapide qui sort. Ouais, comme tu dis, pas d'image du comportement moteur, justement. C'est un peu inquiétant. On n'a plus d'image de la baie des moteurs et plus ce petit flash.
C'est peut-être pas bien grave, mais on va quand même continuer de surveiller la situation et voir comment ça se passe pour la suite du vol. Enfin bon, en attendant, on peut pas faire grand-chose d'autre que profiter des images qui sont disponibles et tenter de les observer un maximum pour remarquer des détails. Il part en vrille, honnêtement, je suis pas certain, non, il a l'air assez stable quand on voit les lumières en fond, hein. Quand on voit les lumières des villes en fond, ça a l'air de vraiment tenir assez stable, c'est... Non, il a pas l'air de partir en vrille, vraiment. En fait, ce qu'on peut regarder en bas à droite, c'est le petit starship en fait qu'on voit dans le cercle là. Ça montre son orientation par rapport à la voûte céleste et par rapport à la Terre aussi. Enfin bref, ça montre son orientation et on voit vraiment qu'elle bouge pas quoi. Donc, je ne pense vraiment pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Par contre, le signal des caméras est un peu moins stable que d'habitude. Ça, c'est une première. Enfin, une première. Oui, non, le vol a l'air stable, hein. Je pense pas qu'il y ait de raison particulière de s'inquiéter pour le moment, mais disons on va garder un œil dessus quand même et noter l'info si jamais il se passe quelque chose d'autre après. Enfin, en tout cas, ça nous aura occupé tranquillement jusqu'au test de séparation des Starlink s'il a lieu. Oui, non, voilà, comme tu dis dans le chat aussi, c'est pour le moment, c'est la position de largage des faux Starlink, quoi. Donc c'est vraiment, de ce côté-là, l'orientation est nominale, quoi. Et puis on voit qu'il part pas non plus En fait, quand il y a eu les pertes de contrôle la dernière fois, c'était vraiment une rotation qui était beaucoup plus marquée, qui était assez violente et soutenue et qui s'accentuait. Ici, on voit vraiment qu'il reste plus ou moins immobile et stable. Donc vraiment, je pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Alors par contre, on va pas tarder à récupérer les présentateurs de SpaceX, j'ai un peu augmenté le volume. Voilà. Quick look inside the payload. We've got 8 Starlink simulators getting Allez, ready les to Starlink make qui sont their prêts à way déployer là. into outer space. But great flight so far. Booster able to make it all the way to its splashdown and landing burn experiment. So that was really exciting to see. We got ship on orbit, nominal orbital insertion, so right in the money with its trajectory. Now we're ready to start tackling a couple of in-space objectives. So. Ouais, donc en gros, pour le moment, tout a l'air nominal d'après ce que SpaceX dit, l'atterrissage du booster a été réussi, le Starship est sur la bonne trajectoire. On a effectivement tout qui est au vert aussi pour tenter de déployer les Starlink. Donc on va pas trop s'inquiéter, je pense, et on va admirer, hein. Ok, la porte est déjà ouverte. Sachant que le distributeur de satellite, encore une fois, il fonctionne un petit peu comme un distributeur PES. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'il est surnommé. Encore une bonne minute, je pense. Enfin, d'après ce qu'il a été indiqué, encore à peu près une minute avant le début du déploiement. Alright, so payload doors open. Next up, gonna be to start deploying these Starlink simulators. They are roughly the same size as the V3 Starlink satellites. À mon avis, les petites flammes, c'est des RCS à gaz chaud. Mais normalement, il n'y a pas de RCS à gaz chaud, justement, sur le Starship. Encore moins au niveau de la baie des moteurs à l'intérieur, comme ça, c'est ça qui me chiffonne un peu. So this will be another test. We made a couple of tweaks to the rails for deploying this based off of what we saw last time. But excited to see these get out the door. Ok, on va arriver au début du déploiement des simulateurs de Starlink. Have a more powerful PEZ. It's going to deploy these at a little bit faster speed. Ah, normalement, le déploiement devrait être un peu plus rapide aussi que la dernière fois. Bon, bah, ça, on verra un peu ce que ça va donner, hein. Oui, la caméra extérieure, ça tombe bien. On devrait peut-être un peu voir les satellites les Starlink sortir. Ça peut être assez intéressant, ça. Enfin, les faux Starlink, mais bon. So you're basically that would be if you were sitting at the very top of the nose cone looking down. So there's kind of a short stack. There's 4 on either side, so 8 total when we start flying Starlinks.
For their actual deploy missions, we're going to be carrying stacks of about 60. So much larger. Oui, donc les premiers déploiements de Starlink, ce seront à peu près 60, alors qu'ici, ce sont encore que 8, quoi. Ah, on voit que ça commence à se positionner tout doucement. Il prend vie. Coax it out. Get it moving, Jake. There we go. All right, first one going out. Ok, il est sorti, il n'a pas tapé celui-ci. Allez, encore 7. C'est dommage qu'on n'ait plus la vue extérieure maintenant, justement à ce moment-là. Yeah, it takes about a minute for each one. Allez, second Starlink. Et le déploiement est rapide malgré tout. Hein. Non, pour le moment, il ne touche pas, on dirait. Ça se passe bien. Bon, il y en a encore 6, donc on va pas crier victoire trop vite, mais ça se passe bien. Yeah, and as noted earlier in the show, but definitely worth repeating, Starship will deploy Starlink's more advanced V3 satellites, adding 60 terabits per second of capacity to the network per launch. So that's 20 times more than each Falcon 9 launch does today. Just incredible. Ok, donc chaque lancement de Starlink ajoutera à peu près 60 Tera de capacité à la constellation. Bah, c'est intéressant de savoir ça. Yeah, and anybody that's been following Starship, you know, Starlink's kind of the MVP for these flight tests, where it's not only giving us the views we're seeing right now, but also just real-time data through every phase of flight. So we've got a couple dozen intéressant de le dire aussi comme ils le font. C'est vrai que malgré tout, les Starlink, c'est ça qui leur permet par exemple d'avoir des données en temps réel, même lors de la réentrée dans l'atmosphère. On n'y pense pas, mais avant le 3e vol du Starship, on n'avait jamais vu une réentrée dans l'atmosphère en continu, en direct. Allez, numéro 3 déployé. Drone shots you see here from our great team down here at Starbase, all connected. So Starlink not only giving us cool views off the planet, but also on the planet, help bring everybody along for all these Starship flights. Ben pour les pubs, en fait, j'ai changé aucun paramètre, donc je vais regarder ça dans un instant, mais j'ai rien changé par rapport à d'habitude. C'est ça qui me chiffonne. Allez, plus que 4 Starlink à déployer. And through that, we actually get about 120 megabits of bandwidth for our downlink. That's our real-time HD video, all of our telemetry. So it's not just kind of giving us these cool views inside, but it's giving all that engineering data in real time, including re-entry, when normally a plasma layer builds up and blocks you out. Starlink, powerful enough of a frequency that we're able to kind of punch through that and still get that live view. Par contre, c'est dommage qu'on n'ait pas la vue extérieure lors du déploiement. Ça, c'est un peu regrettable. Oui, la dernière fois, il y en avait un qui avait un peu accroché. Mais apparemment, jusqu'à présent, ici, on est déjà à 4 sur 8. On voit pas ça. Donc bon, bah, on verra pour la suite, mais bon. Next one out the door. Ah, on le voit sortir là. Bon, ils ont passé la vue juste un peu trop tard, mais on l'a rapidement vu sortir. Alright, yeah, Starlink is the world's largest satellite constellation operating in low Earth orbit to deliver high-speed, low-latency broadband internet. This provides internet access to people around the world, many of who have never had connectivity before. Oh. Et il n'a pas tapé non plus, le numéro 6. Ils veulent mettre combien de Starlink en tout dans le Starship? Alors, pour les premiers vols, ils en ont annoncé une soixantaine il y a quelques secondes. Oui, pour le moment, c'est pas super crème, je dois dire. C'est assez... Ça fait plaisir à voir. And also introduced Starlink Mini as well as an upgraded version of the Starlink Standard Kit.
Yeah, and one thing to note about the satellite deploy is that they will be following the same suborbital trajectory of the ship. So these dummy sats will not be going in orbit. We do expect them to burn up on re-entry. C'est une impression aussi des optiques œil de poisson? Non, pas particulièrement. Sur les bords peut-être un peu, mais je crois pas vraiment que c'est du fisheye à 100%. Il manque un projecteur dehors pour les voir sortir, ouais, ce serait pas mal ça, tiens. Et ben voilà. Il n'y a plus qu'un seul qui doit y aller. On va y être là. Et allez, et aucun n'a risqué même de loin de taper le bord de la soute, dans la porte de la soute. Donc ça déjà c'est une belle amélioration par rapport à la fois précédente aussi. Après bon, c'était pas non plus un problème catastrophique, une question de vie ou de mort ou quelque chose dans le genre. Hein. C'était pas le problème, on va dire, le plus difficile à régler, mais dans tous les cas, bon, c'est une bonne chose pour SpaceX. Hein. Ok, donc là vraiment on attend la fermeture de la porte. Oui, comme il vient de le dire, à peu près à T plus 37 minutes, on aura le rallumage d'un moteur Raptor dans l'espace. Donc là, ça va nous laisser à peu près 12 minutes de calme relatif, on va dire, jusqu'aux prochains événements à surveiller. Ah, il y a de l'ambiance, hein. Et là, on voit que la porte est en train de se refermer sans difficulté. Ça va pas été le cas sur les premiers vols, ça. Le troisième ou le quatrième avait eu des soucis avec ça. Bon, bah, c'est encore un truc de réussi en plus, hein. Alright, with that payload door closed, we're gonna sit tight, enjoy the views, and enjoy the space jams. Again, we'll be back in just a few minutes for Raptor relay, and then head back for re-entry. Ok. Là, on a maintenant, on a encore 11 minutes avant le rallumage d'un moteur Raptor dans l'espace. En tout cas, il faut avouer une chose, c'est que jusqu'à présent, c'est un vol particulièrement... Je vais pas dire particulièrement réussi, mais quand même. Et quand on voit les difficultés qu'il y a eu sur le début de la seconde génération, bah, ça commence quand même à donner envie d'avoir un petit peu plus confiance dans ce qui arrive pour la troisième et pour la suite du programme. En tout cas, l'éjection, les systèmes d'éjection, pour le moment, tout se passe vraiment, vraiment parfaitement bien, quoi. De toute façon, il faut quand même le dire aussi, déjà même ce qu'il s'était passé la dernière fois, ça n'aurait probablement pas mené à une catastrophe. Dans le pire des cas, c'est juste un satellite d'un peu endommagé. Mais c'est vrai que ça ne peut pas être quelque chose qui arrive régulièrement. Allez, encore une dizaine de minutes avant le rallumage d'un moteur Raptor. Là, ça va être maintenant le plus gros moment creux, je pense, avant la suite du vol. C'est prévu pour quand le vol de la V3? Alors, le vol de la V3, on n'a pas encore de date précise, mais disons qu'on va vers fin de cette année-ci, début d'année prochaine. Il y a encore pas mal qui doit être fait sur les Starship V3, ils doivent quand même encore être construits. Pour le moment, la construction n'avance pas le plus vite possible parce qu'ils attendent très probablement aussi d'avoir encore un dernier retour d'expérience solide sur la V2. À côté de ça, il faut quand même encore finir aussi la construction du second pas de tir, pardon. Donc tout ça, ça fait que avant la fin 2025, début 2026, on n'aura probablement pas de nouveau vol du Starship. Malheureusement, c'est pas facile de faire des pronostics précis parce que ça dépend s'ils vont encore apporter d'autres modifications, ça dépend ça dépend un petit peu en fait de comment SpaceX va aborder la troisième génération, s'ils vont encore faire d'autres tests au sol, peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont nécessaires, des simulations dont ils pourraient avoir besoin, tout ça, ça prend du temps aussi.
Donc c'est pas facile de faire des pronostics. Mais en tout cas, les pronostics qui circulent le plus, on va dire via des sources sérieuses, ce serait vers un vol fin 2025, début 2026. Donc je dirais vers décembre, janvier. Je ne comprends toujours pas, aucun Starship n'est de la production, mais toujours des prototypes. Bah, pour le moment, ils sont un peu en fait dans une étape entre deux. Ils commencent à avoir les infrastructures pour la production qui se mettent en place, tout en restant encore sur des générations de prototypes qui évoluent. C'est vraiment en fait, pour le moment, une période un peu entre deux. Et c'est un peu à ça aussi que la troisième génération doit mettre fin. Ça devrait commencer à devenir des Starships pour des vols réguliers, des déploiements de Starlink, et vraiment des Starships beaucoup plus finis qu'on commencera aussi à produire à plus grande échelle, quoi. En perdant du poids, masse, le Starship prend de la vitesse, bah, surtout que maintenant, en fait, il a atteint son apogée, donc il commence tout doucement à retomber vers la Terre, et la gravité fait son boulot pour le faire accélérer tout doucement. Nous n'avons rien vu vibrer cette fois-ci sur le distributeur PES, une belle amélioration. Oh non, faut l'avouer, clairement. Après, encore une fois, allez, c'est pas le système le plus compliqué du Starship, mais ça fait toujours plaisir de voir quand même que les petits soucis ont été réglés. Non, je dis qu'il faut arrêter de parler de fiabiliser. Chaque Starship est un laboratoire, ni plus ni moins. Alors, ça, c'est pas faux. C'est vrai qu'il faut clairement pas avoir toujours on va dire, des attentes qui sont... Faut pas surévaluer ces attentes. Mais parallèlement, on peut quand même constater que bah, sur les 2 derniers vols, le véhicule a quand même beaucoup de problèmes qui ne sont plus apparus. Et ça, bah, ça donne quand même un peu de courage pour la suite. Dans l'espace, ça ne pèse pas grand-chose. Elle est bien celle-là. Non, pour être drôle, elle est drôle. Bon, là, on a encore... voilà, on a... Ouais, T plus 38, on a encore 6 minutes avant le rallumage d'un moteur Raptor dans l'espace. Après ça, vers T plus 47 minutes, on commencera tout doucement la réentrée dans l'atmosphère. Et bah, vers T plus 1h06, on devrait commencer à arriver à l'atterrissage. Donc voilà, on a encore à peu près 5 minutes 30 pour un peu profiter des images, on va dire. Même si, bon, pour le moment, il est dans la phase nuit, donc on ne voit pas grand-chose non plus. Disons que là, c'est la partie un peu calme. Alors, c'est toujours leur musique de fond, donc je dois toujours faire gaffe au copyright. Si tout continue de cette façon, le vol 12 ne tardera pas trop. Bah, de toute façon, l'assemblage des prototypes n'est pas encore très avancé, donc là, pour le coup, ils pourront pas aller plus vite que la musique. Mais par contre, ce qu'on peut espérer, c'est que la V3 soit vraiment une génération plus fiable et que SpaceX ne puisse commencer à vraiment avancer à nouveau à chaque vol, à faire des trucs supplémentaires, quoi. Je pensais que 26 000 km/h, visuellement, il irait plus vite autour de la Terre. J'ai l'impression que le Starship est immobile. Ouais, mais 26 000 km/h, faut pas oublier qu'il est quand même à quelques centaines de kilomètres et que bah, quand on regarde ça, c'est seulement sur quelques secondes, quoi. Donc il n'avance que de quelques centaines de kilomètres tout au plus. Donc c'est malgré tout, à l'échelle de la Terre, malgré tout assez lent. Oui, mais c'est vrai, il devrait prendre la musique de fond de KSP, on n'aurait pas de problème sur les copyrights, on pourrait laisser un petit peu de musique de fond plus, mais ici on peut pas, c'est triste. C'est marrant, on dirait qu'il est dans les nuages. Bah, au-dessus, mais oui. Allez, encore 3 minutes 30 pour le rallumage. Là, il va bientôt tout doucement, on voit ça sur la map monde qui est affichée en bas à droite. On voit qu'il va tout doucement commencer son survol de la partie la plus basse de l'Afrique et passer pas très loin de Madagascar.
Non, pour le moment, je crois pas qu'il y ait de perte d'orientation. Hein, En fait, normalement, il change légèrement son orientation avant de faire la mise à feu d'un moteur Raptor, le rallumage d'un moteur Raptor dans l'espace. Donc je ne pense pas qu'il faille particulièrement s'inquiéter du changement d'orientation qu'on voit pour le moment. En tout cas, un bel anniversaire pour le vol 5, il ne démérite pas son grand frère. Oui, mais c'est vrai en plus. C'est mieux que de terminer sur un échec, franchement. Et puis bon, bah, la génération des Starship V2, ça aura quand même été une génération qui aura eu beaucoup d'accidents. Donc c'est agréable, on va dire, de terminer sur sur une note plutôt positive. Allez, encore 2 minutes avant le rallumage. Sachant qu'en fait le rallumage, bah, ça permet d'un petit peu tester les manœuvres que le Starship devra faire dans l'espace. Rallumer les moteurs Raptor, bah, c'est ce qu'il devra faire pour se lancer par exemple vers la Lune. C'est ce qu'il devra faire pour se désorbiter, pour placer les satellites sur une orbite spécifique. Donc vraiment le rallumage d'un moteur Raptor dans l'espace, ça n'a pas l'air de grand chose comme ça, parce que c'est un petit flash rapide et c'est pas le plus impressionnant. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important aussi pour la suite du programme. Parce qu'en fait, sans allumage de moteur Raptor, sans rallumage, pardon, de moteur Raptor dans l'espace, on n'a pas de retour dans l'atmosphère, on n'a pas de retour sur Terre, on n'a pas les satellites sur la bonne orbite, rien quoi. Il rentre dans l'atmosphère dans combien de temps? Bah là, le début de la rentrée dans l'atmosphère va commencer dans une dizaine de minutes à peu près. Alors oui, ça semble tourner assez vite, mais c'est vraiment une illusion parce que ce qu'il faut regarder en fait pour se faire une meilleure idée de la vitesse à laquelle il a tourné, c'est le petit modèle 3D qui est affiché en bas à droite à côté de la carte du monde. Là en fait on a le nord qui est indiqué, on a vraiment son orientation basée sur la télémétrie et bah, c'est beaucoup plus fiable en fait que nos yeux qui peuvent parfois nous jouer des tours. Ok, là on va tout doucement arriver vers le rallumage, donc je vais remettre... Ok, encore à 40 secondes encore à peu près. Là on a quelques images de la baie des moteurs, la qualité n'est pas folle, mais on n'a pas l'air d'avoir de dégâts, donc j'en déduis que les petits flashs qu'on a vus là tantôt, ça ne devrait pas être bien grave. We did it successfully back on flight 10, and then we did it for the very first time back on flight 6. This is not a deorbit burn. This is demonstrating essentially all of the systems you would need to do a deorbit burn. So that's obviously your Raptor engine, and then also your header tanks, your smaller tanks in the nose cone. C'est vrai que c'est important de le noter aussi, il n'y a pas que le moteur Raptor qui se rallume, il y a les réservoirs qui sont situés dans le nez qui doivent être utilisés pour ce rallumage aussi. Donc tout ça c'est important pour se désorbiter et rentrer dans l'atmosphère. Et c'est vrai que bah, c'est pas que le moteur Raptor, c'est aussi tout un ensemble de systèmes qui est utile. Quoi. Once we go to full orbital missions, you'll have to do a deorbit burn to break out of orbit, send it back down to Earth. But in this instance, we're already on our way back down towards Earth. So this is just going to demonstrate the capability of turning one of these engines on. We should be coming up in just about 20 seconds or so, looking for one of those Raptor engines to turn back on. They've been off since we completed that successful ascent burn. Allez, normalement encore quelques secondes et on aura le rallumage. Sachant que c'est toujours pour le moment encore un petit peu expérimental aussi, donc il y a toujours un petit stress on va dire. Et le rallumage. Ah, il est propre. Alors la flamme est un peu verdâtre, donc je ne sais pas si ça n'indique pas une combustion légèrement instable, mais en tous les cas ça n'a pas l'air trop méchant. Il y a quand même un gros truc qui s'est détaché là par contre. Soit c'est de la glace, soit c'est une protection thermique ou quoi que ce soit. Mais bon. Alright, so congrats everyone on the milestone. That was awesome to see. We're 3 for 3. We're going to take another break and we'll be back for re-entry at about T plus 45 minutes. We'll see you soon. Allez, 7 minutes avant la réentrée maintenant. Enfin, eux ils reprennent le direct vers 7 minutes, mais normalement vers T plus 45-47 minutes, on devrait tout doucement commencer à voir les effets de l'atmosphère sur le Starship.
On les voit déjà maintenant tout doucement avec ce qui se dégage. On voit déjà que c'est plus dense autour du Starship. Mais pour le moment, bah, on voit aussi qu'il est en train de tout doucement commencer à positionner ses ailerons pour la réentrée, ce qui est important aussi pour minimiser les frottements. On voit qu'il est en train de tout doucement s'orienter pour ça aussi. Ça, encore une fois, tout a l'air bon de ce côté. Oula. Ok, ça c'est déjà le début de la réentrée en fait, on dirait, non? Ouais. Ouais. Non, j'ai eu un petit coup de chaud en fait avec les premières ondes de choc. En fait, on dirait qu'il y a quelque chose qui brûle ou qui chauffe et qui se détache. Après, sachant qu'ils ont supprimé beaucoup de tuiles de protection thermique, ce serait pas étonnant, mais c'est pas la première fois qu'ils les ont supprimées, on n'a jamais vu ça comme ça. Il y a comme une tuile détachée. Oui, j'ai l'impression aussi, il y a un petit problème là. Enfin, un petit problème. C'est pas bien méchant, mais c'est vrai que la fixation des tuiles de protection thermique, pour le moment, c'est encore un des éléments qui donne le plus de fil à retordre à SpaceX avec le Starship, ça il faut l'avouer. Heureusement, il arrive tout doucement dans la phase jour, donc on commence à avoir des images un peu meilleures aussi. Bah voilà, c'est exactement ça qu'il y a eu comme lumière. Des lumières parfois très fortes, une seconde, comme si quelque chose brûlait en fait et se détachait. Pourquoi ils ont supprimé des tuiles? Ah bah simplement pour tester la résistance du Starship en fait avec des tuiles manquantes justement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est purement volontaire et ça n'impacte pas trop le poids. Disons que le bouclier thermique dans son ensemble impacte le poids, oui, mais ici les tuiles qui ont été supprimées, il y en a beaucoup entre guillemets, mais ça reste peu par rapport à l'ensemble du bouclier. Pardon. Oui, la tuile, ça a toujours été un souci. Après, pour le moment, là, pour ces deux derniers vols, ils utilisent quand même des profils de réentrée particulièrement agressifs. Donc, ça teste un peu les limites du bouclier, mais sachant que c'est particulièrement agressif pour du suborbital, mais étant donné que la réentrée dans l'atmosphère lors d'un vol orbital sera plus rapide et plus chaude qu'un vol suborbital, bah, ça se rapproche aussi. Donc, l'un dans l'autre, c'est vrai qu'il y a encore du boulot sur le bouclier thermique, ça, il faut l'avouer. Enfin, là, on voit que la réentrée dans l'atmosphère commence tout doucement, hein, mais on a quand même l'impression qu'il y a des instabilités quelque part. Après, les instabilités peuvent aussi venir de gaz qui est ventilé, qui chauffe du coup avec l'atmosphère et qui donne ce genre d'image aussi. Donc, c'est compliqué de savoir si ça vient directement du bouclier thermique ou si ce sont plus des dégazages. Parce que quand on regarde un petit peu, en fait, c'est toujours un peu le même schéma qui se répète semblant venir de la même région. Donc à moins qu'ils soient en train de se désagréger au tout début de sa rentrée dans l'atmosphère, ce qui est quand même hautement peu probable, vu qu'on n'aurait jamais vu ça, je suis en train de me dire que ça peut venir en fait de dégazage du Starship. Ouais non, pour le moment, comme tu dis, il est qu'à 120, enfin maintenant 117 km, donc l'atmosphère est encore très ténue, hein. Sachant que la limite de l'espace, officiellement, elle est considérée comme étant à 100 km. Mais encore une fois, on trouve des résidus de l'atmosphère jusqu'à la Lune, littéralement. Jusqu'à la Lune, on peut retrouver encore de très faibles traces, alors ce sont quelques molécules, hein, mais de l'atmosphère terrestre. C'est pour ça qu'à 100 km, 200, 400 km, ben, il y a toujours des frictions avec l'atmosphère. Il n'y a pas en fait cette image qu'on en a parfois. Il n'y a pas de limite nette entre l'atmosphère et l'espace. Voilà, ça c'est progressif, ça s'atténue progressivement. Mais il n'y a pas de cassure en fait à un moment où on passe directement de l'un à l'autre. C'est quand même une chance de pouvoir regarder du plasma en direct et avoir des communications, c'est juste impressionnant. Ben oui, vraiment. Mais encore une fois, avant le troisième vol du Starship, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. En fait, le problème, c'est que jusqu'à présent, les communications allaient du véhicule vers le sol. Or, le plasma qui est à l'avant du véhicule bloquait les communications. Ici, comme ils utilisent Starlink et que ça passe via des satellites qui sont au-dessus du Starship, mais en fait, c'est dans la direction opposée du plasma et il n'y a pas de problème du coup pour la communication. Alors je vais juste vérifier un truc, si mon micro est encore bon. Ouais, c'est bon. Non, on n'a pas encore de reprise du direct du côté de SpaceX. Ah ben on parle de la Lune justement. Je crois que c'est elle qu'on voit là, juste au-dessus de l'aileron, à gauche, dans la partie gauche de l'écran.
Bon, ça n'aura pas duré, mais on l'aura vu. Alors, officiellement, SpaceX considère que le gros de la réentrée commence vers 47 minutes, hein, mais comme sur tous les vols, on voit déjà à l'avance, on voit déjà bien le plasma qui se forme tout doucement, l'air qui chauffe le tout. Ouais, c'est du dégazage, on voit le gaz à l'arrière maintenant et la fluctuation à l'avant. Donc ce qu'on voyait un peu bizarre, en fait, c'est juste du dégazage. Et là, il a déjà presque fini de survoler Madagascar. Il y a encore un petit bout de l'océan Indien et il va commencer sa rentrée au-dessus de l'Australie. Hein. Enfin, au-dessus de l'Australie, pour se poser au large des côtes australiennes, pardon. Il commence pas sa rentrée au-dessus de l'Australie, il commence au-dessus de Madagascar, je suis bête. Désolé, j'ai un petit coup de... J'étais distrait, je me suis emmêlé les pinceaux et j'ai dit un truc qui n'avait aucun sens. Les gens bateaux doivent être un sacré spectacle. Ouais, ça c'est sûr. Après, le problème, c'est qu'il y a des zones d'exclusion aussi autour du couloir de réentrée, justement pour éviter les accidents. Mais c'est vrai que j'espère qu'un jour on aura des images du genre. Vraiment. Alors, je dois voir s'il y a déjà une reprise du direct chez SpaceX. So remember the 33 engines plus the 6 engines on ship that we used to get up into space, we now are using aerobraking essentially to scrub off all that energy. And of course, Starlink is a big part of this, giving us the views we have right now, and also letting us gather as much data as possible. Bah, c'est vrai qu'en plus des belles vues, l'avantage de Starlink, c'est aussi quand même de fournir énormément de données importantes. Ça va permettre d'avoir de la télémétrie en temps réel. En fait, dans la plupart des cas, avant, quand un véhicule rentrait dans l'atmosphère, on avait une période de blackout et on ne savait pas ce qui se passait. Ici, on a de la télémétrie en temps réel, on a des images en temps réel, donc si quelque chose se passe mal, on peut beaucoup plus facilement comprendre et analyser le problème. Oui, comme ils le disent aussi, il y a déjà quelques tuiles de protection thermique qui étaient sur les ailerons qui se sont détachées. Malheureusement, c'est toujours le problème des fixations. La fixation des tuiles de protection thermique, malheureusement, ça reste la grosse difficulté. Sachant qu'à l'époque de la navette spatiale, encore une fois, il fallait quasiment changer tout le bouclier thermique à chaque vol. Donc c'est pas étonnant que SpaceX ait quelques difficultés en reprenant un design comparable pour les matériaux et la construction des tuiles. Because it's re-entering at or around orbital velocity, which is roughly 8 kilometers per second or 5 miles per second. At those insanely high speeds, the spacecraft moving through the atmosphere creates a plasma field around the vehicle. Yeah, and that blanket of plasma distorts communication frequencies, so it's not uncommon to experience brief blackouts in communication. Alright, so big picture here, Starship is designed to land on Mars where there are no runways or other humans to help out. So that means we need to do a propulsive landing instead of a more traditional means like parachutes, which is what our Dragon spacecraft uses, or a runway like the Space Shuttle. Propulsive landing enables more rapid reusability. Ouais, là ils sont en train de revenir un petit peu sur le fait en fait que comme ils veulent le faire se poser sur Mars, bah le fait de se poser avec ses moteurs, c'est plus important parce qu'utiliser des parachutes par exemple, ce serait complètement impossible. Mais bon, encore une fois, avant de le faire se poser sur Mars, il y a pas mal d'eau qui va couler sous les ponts. And aerodynamic loads it will experience as it returns. So if it makes it through all of those, that's a pretty good sign that we're doing well. Yeah, and we heard flaps have control of the vehicle now. Ok, donc maintenant ce sont vraiment les ailerons qui ont plus de contrôle sur le véhicule par rapport au système de RCS, donc qui contrôle l'orientation avec des petites poussées de gaz, sans le brûler. Donc là on est vraiment à nouveau dans la partie atmosphérique où ce sont les ailerons qui contrôlent le véhicule. On voit par contre qu'il y a à nouveau des tuiles de protection thermique qui se détachent, ça reste toujours le grand, entre guillemets, problème au fur et à mesure des vols. Ce qu'on va surveiller par contre aussi, c'est l'apparition de points chauds au niveau des ailerons, parce que ça jusqu'à présent on en a toujours vu. Lors du vol précédent, c'était compliqué de savoir si c'était encore un problème qui était présent. Enfin, en fait, c'était un problème qui était déjà présent sur la V1. Là, on a vu qu'il était présent sur le vol précédent, mais comme il y a eu l'explosion dans la baie des moteurs,
on pouvait pas vraiment facilement dire si c'était lié à ça ou pas. Ici, comme il n'y a pas eu d'explosion dans la baie des moteurs, on va vraiment pouvoir regarder les ailerons et voir si des points chauds apparaissent ou pas. Si des points chauds apparaissent, c'est vraiment qu'ils ont un problème avec leur bouclier de protection thermique et qu'ils ne l'ont pas réglé sur la V2 comme ils le pensaient. S'ils n'apparaissent pas, en revanche, ça peut être une plutôt bonne chose. Sachant que maintenant, la réentrée va durer à peu près 17 minutes. C'est marrant qu'il reparle des vols suborbital d'il y a 5 ans, sachant que j'ai justement parlé en direct aussi là tantôt. Ça tombe bien. Mais là, en tout cas, on va vraiment se focaliser sur les ailerons et l'apparition éventuelle de points chauds. Ça reste la grosse question qui n'a pas encore, à laquelle on n'a pas encore eu de réponse. Encore une fois, c'est un problème qu'ils devaient régler sur la V2, qui était assez problématique sur la V1. On avait des flaps, des ailerons qui s'arrachaient carrément en partie, des morceaux qui tombaient, qui fondaient. Ici, il faudra voir si c'est encore le cas ou pas. Par contre, on voit qu'il y a quand même on voit déjà qu'il y a pas mal de tuiles expérimentales qui se sont détachées. Ça, déjà, c'est pas bon signe sur les problèmes de fixation, mais bon. Elon Musk l'a dit aussi il y a quelques temps dans une interview, c'est un problème qu'il s'attend à devoir régler encore pendant longtemps. Par contre, on voit qu'il y a des trucs qui se détachent là. Dans l'image de gauche, on voit qu'il y a toujours des problèmes. If this is not a very smooth flight on the way down. But again, this is intentional. We are trying to find what are the limits. Oui, comme ils le disent aussi, c'est important. Il faut aussi rappeler qu'ils sont en train de faire rentrer le Starship dans les conditions les plus dures possibles pour en tester les limites. Donc ça peut être normal aussi d'avoir malgré tout des dégâts qui apparaissent. Après, encore une fois, le bouclier thermique qui échoue à protéger les ailerons, même en tenant compte du fait qu'on est dans des conditions particulièrement dures, ça resterait un problème quand même. Pas un problème grave, mais un problème à régler à l'avenir. Alors c'est vrai que ça sera quand même la réentrée, d'après ce qu'ils sont en train de dire aussi, la plus chaude qu'ils aient fait de tout le programme. Donc avec le plus de vitesse et l'angle d'attaque le plus, on va dire le plus violent. Donc bon, ça, il faut le prendre en compte aussi, c'est un fait. See if all the flaps hold on, see if Starship holds together. But definitely could be a bumpy ride, but this is why we're flying. Alors on voit déjà que l'acier change légèrement de couleur et qu'il est en train de chauffer là. C'est assez marqué, assez rapide. Maintenant, bon, tant qu'il n'en arrive pas au point de fondre vraiment, ça va. Maintenant, on voit encore beaucoup de morceaux de tuiles qui se détachent, ça c'est pas encore catastrophique en soi, mais clairement le bilan qu'on peut déjà dresser maintenant à ce stade-ci du vol, c'est qu'il y a encore de la marge pour améliorer les fixations des tuiles et le bouclier thermique dans son ensemble. Ship is entering the peak heating phase of flight. Alors on voit la vitesse par rapport au nuage en dessous, c'est fou, hein, 24 000 km/h. Looks like we can see some clouds down there as we pass through 70 kilometers altitude. Yeah, the sun's starting to come up again. There we go. There we go. Ah, là on a des images de la baie des moteurs. Ça aussi, ça peut être intéressant de les avoir. Voir s'il y a des dégâts qui apparaissent ou quoi que ce soit. Heureusement, on dirait pas qu'il y a eu d'explosion comparé à la dernière fois. On avait vraiment un trou. Donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est ce qu'ils viennent de dire aussi, justement. Tiens. Bah, ça me fait plaisir. Au moins, j'ai pas raté mon observation. Either static discharge or the plasma ignited it, took out a tiny bit of that skirt, some of the aft flaps, but Starship again was able to fight through it, make it all the way to that landing burn. We addressed that, changed some of our prop dump con-ups though, so should not be seeing that this time around. On va rigoler quand le Starship reviendra de la Lune avec une vitesse bien supérieure à l'ordre de 40 000 km/h. Bah, il reviendra pas de la Lune. En fait, il fera la liaison entre le sol lunaire et l'orbite lunaire pour transporter les astronautes, mais il ne reviendra pas du tout de la Lune.
dans le cadre du programme Artemis. Sachant que la version qui ira sur la Lune, ce sera une version en fait qui ne sera même pas conçue pour rentrer dans l'atmosphère, il n'y aura pas de bouclier thermique, rien quoi. Par contre, la vitesse, c'est fou. Alors, bonne nouvelle, pour le moment, les ailerons ont l'air de tenir. On va pas... Par contre, ils ont perdu leur tuile expérimentale, on dirait. Ou alors il n'y en avait pas sur celui-là, mais c'est quand même raide. Fun fact, even though we're doing all this turning, we're essentially targeting the exact same spot in the Indian Ocean we went to last time. Un petit bug de caméra comme d'habitude. En tout cas, on continue pour le moment de bien tenir à l'œil les éventuels points chauds qui pourraient se créer. Les ailerons, tant qu'on a des images aussi de la baie des moteurs, c'est chouette parce que là on voit que pour le moment, il n'y a pas de problème particulier. Alors on voit en bas à gauche, on voit près de l'aileron que le bouclier thermique est en train de bien chauffer. Pour le moment en tout cas, ça n'a pas l'air de poser problème à l'aileron même, donc on va continuer de tenir à l'œil. Bleeding edge, I think it might be on the one on the other side. We had some tiles removed with no backups behind it. So again, we're really trying to stress some of the... Ouais, comme il le dit aussi, ils ont enlevé des tuiles de protection thermique et là, par endroit, c'est l'acier qui est directement exposé aussi. Le but, encore une fois, c'est de tester sa résistance. Donc, voir apparaître des points chauds, ce serait plutôt normal, quoi. Yeah, and that shot we just had earlier was looking at what we call the business end of Starship with all the Raptor engines. And those are the engines that we're going to be expecting to light for that flip and landing burn, hopefully in about 10 minutes, once we get through re-entry. Yeah, ouais, pour l'atterrissage, c'est dans à peu près 10 minutes. Ça laisse encore le temps de stresser un peu pendant la réentrée. Après, là, pour le moment, on est encore à 20 000 km/h, 60 km d'altitude. Je pense que niveau surchauffe, on va encore être gâté cette fois-ci. Mais bon, d'un côté, il faut se dire que les problèmes des ailerons, s'ils ne les ont pas encore réglés, ils les régleront plus tard. De deux, comme c'est encore un vol expérimental et comme ils ont bien insisté aussi là-dessus, ils le poussent quand même au maximum aussi. Donc voir apparaître des points chauds, c'est pas... Disons que si on en voit apparaître un, c'est dommage. Parce que ça veut dire qu'il y a encore du boulot à faire, mais ça ne veut pas nécessairement non plus dire que c'est catastrophique. Après, si le point chaud fait que l'aileron se détache complètement et que le Starship s'écrase, là on pourrait quand même commencer à se dire qu'il y a encore du boulot. Alors on voit que l'acier, sur la partie en bas à droite, on voit que l'acier commence un peu à changer de couleur. C'est normal quand il chauffe, mais ça indique justement qu'il chauffe. Pretty crazy, we're only 56 minutes in and we've made it all the way, halfway around the world. Surtout que pour les tuiles thermiques, ils ont testé du 100% réutilisable, ce qui n'a jamais été possible à ma connaissance. Non, voilà, clairement. Dans le cas des tuiles de la navette, encore une fois, il y avait des maintenances monstrueuses là-dessus. Ici, l'approche est complètement différente. Donc, c'est vrai que ça représente quand même un sacré challenge. Essentially travel anywhere in the world in about an hour or so, which is, going to be pretty crazy. Imagine going from New York to Sydney in 1 hour instead of the, 20 hours it takes currently. En fait, je parle pas trop parce qu'il me semble qu'il y a un petit point chaud sur l'aileron qu'on voit là, l'aileron du fond, mais je peux me tromper. Donc on voit encore un petit peu voir. Je parle pas trop parce que j'essaie de bien analyser les images. Ah, on voit quand même que le bouclier thermique prend tarif là. On voit beaucoup de petits morceaux qui se détachent. C'est moi où il est en train de bouger rapidement là. Non, c'est moi qui dois me faire un coup de stress pour rien. Now power sliding through the atmosphere. External temperatures are coming down.
En tout cas, pour le moment, il a l'air de bien garder le contrôle de son orientation. Entre parenthèses, on notera que les images sont magnifiques. On voit la courbure de la Terre, ça tombe raide. Ok, donc là, pour le moment, il a un maximum de pression aérodynamique de la réentrée. Donc c'est quand même un des moments importants aussi. Most aerodynamic stress that it's going to see during re-entry, we just passed through it, so we're past that, we're past peak heating. Ship still holding together. So we're currently in this bank maneuver. We're going to see it kind of roll over and do a pretty significant shift as we get down closer to the subsonic speeds. Yeah, and that bank maneuver that Dan's mentioning is all in part of us to learn about the guidance, navigation, and control for return to launch site missions. So in the near future, we're hoping to return the ship back to the same pad we just took off on 59 minutes ago, and we've got to do some of these pretty dynamic bankings to make that trajectory work out. Oui, comme il sera de le dire aussi, ils vont devoir faire des manœuvres assez agressives lors de la réentrée pour réussir à revenir se poser au pas de tir. Et c'est tout ça qu'il faut un peu tester maintenant aussi. Hein. Par contre, là, je regarde l'aileron, j'ai l'impression que le métal est en train de chauffer là près de l'aileron. On voit qu'il y a pas de mal, qu'il y a du plasma qui passe quand même un petit peu aussi entre l'aileron et la structure du véhicule. Alors le bouclier monte quand même aussi jusqu'à ces hauteurs-là, donc ça n'a pas l'air trop grave. C'est dommage qu'on n'ait pas de caméra même sur les ailerons. Enfin, c'est dommage qu'ils ne montrent pas les caméras des ailerons pour le moment. En tout cas, là, pour le moment, le gros de la chaleur lors de la réentrée est passé, ça c'est sûr. Ah, on devrait quand même avoir de belles images pour l'atterrissage aussi, du coup. Ready and waiting, let's go. Dan, you just spoke that view into existence there. And again, all brought to us by Starlink. Allez, encore 5 minutes avant l'atterrissage. C'est pas que je suis un peu tendu là, je dois dire, mais... J'ai pas encore fermé les yeux, pas encore endormi. Ah bah, ce serait dommage de s'endormir maintenant, hein. Là on est dans la dernière minute en plus. We're heading to the same exact splashdown point, but we're kind of doing a more roundabout way to get there, where it's this kind of big, long half-moon loop, and then a really aggressive kind of twist right at the very end, and that would line us up with the launch tower, Starship. Mais sachant qu'encore une fois, ils vont faire une simulation où ils s'alignent avec une tour de lancement virtuelle située dans l'océan Indien. Et comme ils peuvent trianguler en fait la position avec des bouées, ça permet d'avoir une précision qui est de l'ordre des quelques centimètres, hein. Une dizaine, quinzaine, même cinquantaine, ça va encore. Et ça permet à ce moment-là de savoir si le véhicule est assez précis en fait pour envisager un retour au pas de tir ou pas. Sachant que toutes les données qui sont récoltées maintenant, ça va être très intéressant quand même pour la troisième génération aussi. Parce que oui, la troisième génération évolue fortement par rapport à la seconde. Mais heureusement, pour le coup, le design des ailerons, tout ça, ça reste un peu le même. Donc, disons que si les ailerons et le système de guidage peuvent faire le boulot sur la V2, il n'y a pas de raison de craindre que ça devienne la catastrophe sur la V3. En fait, sur la V3, ce qui va le plus changer, c'est le booster, et c'est lui qu'on scrutera le plus aussi. Ouais, c'est vrai, comme ils le disent aussi, l'intérêt du drone qui permet de faire, enfin qui filme le Starship au moment de son atterrissage, par rapport aux bouées, c'est d'avoir une vue plus stable, plus détaillée du véhicule quand même aussi. Les bouées d'ailleurs qui sont bien malmenées aujourd'hui. But we have these buoys out there, we have these drones that we're trying to see externally how the heat shield held up. Everybody saw from flight 10 it had a little bit of a paint job. Par contre, on voit quand même que la mer est très agitée par rapport au vol 10. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de chances que le Starship soit encore couché plus vite. Et bon, comme il se couche et qu'il tape l'eau, là malheureusement il explose. Idéalement, SpaceX aimerait bien qu'il n'explose pas en se couchant dans l'eau, mais ça fait partie du truc et ce n'est pas un problème en soi. Allez, plus que 1900 km/h à 25 km d'altitude, là c'est calme. Comme ils le disent aussi, en espérant que personne ne frappe le mal de mer.
Alors on voit par contre que ça bat un petit peu au vent, là, le petit carré en espèce de toile, là, ça c'est pas la toile, mais c'est siliconé, quelque chose dans le genre, je sais plus exactement, mais en tout cas ça fait partie de la protection thermique, on voit que ça s'est un peu détaché aussi. C'est pas idéal, mais c'est pas un drame en soi non plus. Allez, là normalement il est en train de commencer à se retourner, se positionner avec la fausse tour de lancement et son point d'atterrissage, qui est exactement au même endroit que pour le vol 10 d'ailleurs. Donc là, ça va être une période de manœuvre assez agressive. On teste vraiment la résistance structurelle du Starship. C'est un peu un ça passe ou ça casse, hein. On va pas se mentir non plus. Dans tous les cas, pour le moment, ça a l'air de bien se passer. On voit aussi le nuage blanc là qui sort, c'est la ventilation des Raptors qui commence. Donc il commence à pré-circuler du carburant dedans en vue de son allumage. Allumage qui devrait plus tarder plus d'une minute, hein. On voit que les ailerons testent aussi leur mobilité. Voilà, encore une fois, c'est vraiment tester un maximum de systèmes dans les conditions les plus dures possibles. Bon, là, pour le moment, c'est un moins dur que la réentrée. Mais, ouais, on voit quand même qu'ils y vont cash. Ok, donc les 3 moteurs sont prêts à s'allumer. Sachant qu'en général, ils ne terminent l'atterrissage que sur un seul, mais bon, ça permet une certaine redondance aussi. Ah, il y a encore moins de minutes avant l'atterrissage. Allez, le retournement agressif à la fin, comme il le disait aussi. On voit quand même qu'il se tourne de façon assez rapide. Hein. Mais bon, ça, encore une fois, ça correspond, comme il le dit aussi maintenant, à la manœuvre qu'il fera quand il sera attrapé par les bras de la tour de lancement. Flaps holding strong. Landing burn in just under 20 seconds. En tout cas, pour une des réentrées ou la réentrée la plus agressive de la carrière d'un Starship, il s'en est pas trop mal sorti, il faut l'avouer. Ah, il va arriver là. Mais mettez la vue du drone, s'il vous plaît, ce sera plus stable, quoi. Ah, on voit la bouée, le point orange. Et l'atterrissage en douceur. Explosera ou explosera pas? On fait les paris. Allez, il va se coucher là. Ah, on dirait qu'il a explosé. Ah oui, il a explosé. Bon, c'est classique hein, par rapport au fait qu'il se couche parce qu'il tape violemment l'eau, donc c'est normal que ça se termine en explosion. Mais bah, c'est quand même un bel adieu à la V. Allez, c'est un bel adieu à la V2. Je vais pas applaudir trop fort parce qu'en fait ça va taper dans mon micro, donc ça va saturer. Ah ouais, non, c'était un beau vol, vraiment. Vraiment, c'est un très beau vol, il faut l'avouer. Ils ont quand même réussi à aller assez loin pour la seconde génération par rapport à ce qu'on espérait, hein. Parce que bon, soyons réalistes, quand on a vu les explosions à la chaîne, on commençait un peu à perdre espoir. Là, ici, on a quand même bien vu qu'ils ont bien rattrapé le problème. Ils ont quand même pu réussir 2 vols de test sur la V2 qui ont été des succès complets. Ouais, il n'y a plus grand chose à dire, à part maintenant on va tout doucement se diriger vers la V3. Hein. Bon, en tout cas de mon côté, je crois que je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis on se dit à bientôt. De toute façon, je sortirai d'ici ce soir, je sortirai un débrief complet du vol, un petit peu ce qui nous attend aussi avec la V3, même si, bon, heureusement, il n'y aura pas de grosses mauvaises nouvelles pour ce vol-ci. Et puis, on continuera à suivre le programme Starship au fur et à mesure, et voilà. Hein. Ouais, bonne nuit. Allez, à bientôt. Merci à tout le monde aussi, hein. Ça fait quand même super plaisir ce lancement-là.
Ouais, comme ils le disent aussi rapidement, il y a quand même les tuiles de protection thermique qui manquaient aussi, qui ont été testées. Ça, c'était quand même quelque chose qui était attendu. L'image d'un moteur Raptor dans l'espace, ça reste le même. La manœuvre d'approche qui était beaucoup plus agressive, qui a été réussie aussi. Malgré des conditions particulièrement dures, bon, on a quand même bien vu aussi que le véhicule n'a pas trop souffert. Il y a peut-être eu quelques points chauds, mais on n'a pas eu les bonnes caméras pour le confirmer, ce qui indique qu'il y avait probablement des points chauds d'ailleurs. Mais bon, ça reste marginal, on va dire, comparé à ce que c'était sur les vols précédents, et au fait que c'était dans des conditions beaucoup plus dures aussi. Bon, en tout cas, on va se quitter ici, et bonne nuit. Hein. Allez, à bientôt.